Roupa-dou-dé-dou, dé, pas-dou-dé. Roupa-dou-dé-dou, dé. Roupa-dou-dé-dou, dé, pas-dou-dé. Roupa-dou-dé-dou, dé. Bonjour à tous. Que des hommes aujourd'hui autour de cette table. Heureusement que je suis là, tiens. Troisième podcast de Retoucher Terre consacré à la culture, parce que Retoucher Terre, c'est le podcast pour s'installer à la campagne. On a déjà abordé l'installation en général, comment on fait pour partir. Le deuxième sur le télétravail et le troisième sur la culture. Parce que la culture, c'est effectivement quelque chose dont on peut vivre, mais surtout qui fait du lien. Mais qui l'apporte? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est créative? Est-ce qu'en fait c'est juste du marketing territorial? Parce que voilà, c'est vivant, un territoire où il se passe des choses et que les collectivités peuvent s'en servir pour un outil d'attractivité, ou est-ce qu'on peut vraiment vivre d'une activité culturelle à la campagne? Comment? Quels sont les facteurs de réussite, les freins? Et puis une discussion à bateau rompu entre nous avec nos invités. Alors mon co-animateur, co-créateur de ce Retoucher Terre, Jean-Yves Pinault pour les Localos, donc moi-même, Sylvie Le Calvez, directrice du magazine Village, et puis nos deux invités. Jean-Yves, tu présentes les invités? Oui, bonjour à tous. Un petit clin d'œil à Philippe Bertrand. Donc, je commence par Sébastien Cornu, Bonjour. qui est présent. Bonjour Sébastien. Sébastien, tu es consultant sur tout ce qui va concerner, on va dire, la culture, et tu es toi-même citoyen, acteur engagé avec une expérience très concrète, puisque tu as été directeur de l'association AVEC à la gare de Coustelet, qui est une très belle histoire de développement local et d'éducation populaire. Et puis, tu as été aussi président de l'UFISC. Attention, il faut bien prononcer. Voilà, donc merci d'être présent, Sébastien. Et puis Patrick Cosnet de l'herberie, la chaise rouge, la ferme de l'herberie. Alors Patrick a un parcours incroyable, qui était d'abord agriculteur et puis qui s'est dit finalement qu'est-ce que c'est que ce modèle agricole dans lequel on va, et puis qui a lancé ce pari fou de théâtre avec une superbe compagnie à Poincé dans le Maine-et-Loire. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça va? Faut compléter la présentation ou d'autres choses à dire sur l'herberie? Sur l'herberie, plein de choses. Voilà, c'est un lieu, une ferme où il y a un rassemblement d'agriculteurs, de centres hippiques, de restaurants, de bonnes choses bio qui sont mangées ici, de l'agriculteur bio, et puis un théâtre. Avec 60-70 spectacles par an, on se dispute depuis 30 ans. Merci Patrick pour ce complément, c'est un lieu incroyable. Jean-Yves, alors effectivement, c'est quoi cette culture en milieu rural? C'est un outil d'attractivité pour les élus? Ouais, alors non, ben justement, dans cette idée de retoucher terre, je pense qu'il faut que on aille au cœur de notre sujet, c'est-à-dire en fait, moi je proposerais en fait de discuter autour de deux grandes figures de ce qui peut être la culture, et notamment au niveau des petits territoires de la République, pour le dire de façon un peu ironique, c'est-à-dire en fait les territoires ruraux, les petites villes. C'est des questions qui me semblent être essentielles, c'est-à-dire que la figure, me semble-t-il, importante de ce que fait la culture, de ce qu'est la culture, c'est la culture comme fabrique des femmes et des hommes et des territoires. Et pour le dire très simplement, mais de façon un petit peu solennelle peut-être, c'est de dire la culture, c'est ce qui fait humanité. Et puis la deuxième grande figure, me semble-t-il, qui serait intéressant de débattre et d'entendre avec nos invités, c'est cette question de culture comme levier d'émancipation, levier de construction des territoires, des populations, des citoyens, des gens, autour d'un certain nombre de pratiques, autour d'un certain nombre d'accès. Voilà. Et donc avec nos deux invités, je pense qu'on pourra faire un peu le tour du sujet à bâton rompu sur des expériences, sur ce que vivent nos invités, sur ce qu'ils observent, sur ce qu'ils peuvent analyser et nous dire. Voilà. Alors peut-être pour commencer, moi je trouve que l'aventure de Patrick, elle est extrêmement à la fois concrète et à la fois très riche en enseignement. Patrick, peut-être sur cette idée de reconversion autour de la culture, qu'est-ce qui se joue derrière ça? C'est quoi le côté sensible, ton parcours sensible qui t'a amené à faire ça aujourd'hui?
En fait, pour parler plus personnellement, si je n'avais pas été agriculteur, j'aurais été peut-être sociologue. Ce qui est intéressant quand on parle de culture ou de grande culture, nous sommes passés d'un monde où la culture était mélangée entre l'agriculteur qui racontait des histoires, entre ce qui se passait sur le territoire. Il n'y avait pas d'animateur culturel officiel avant. Il n'y avait pas, il y avait le curé, il y avait l'instituteur, il y avait les rites qui faisaient culture. Par exemple, au cours d'un mariage, toute la culture est là, entre le civique, le religieux, le physique, le sexuel, le chant. Tout était culture et mélange de culture. Et notre monde de capitaliste débridé a fait qu'on sépare tout, on divise le travail et le travail et la culture, ou la tête et le corps. Et en fait, on est dans une nouvelle on vit presque en milieu rural comme on voudrait vivre en ville, quoi. Et en fait, on se rend très vite compte que si on sépare la tête et le corps, si on sépare le savoir, l'apprentissage, la nourriture, le rapport à la nature, voilà, c'est vraiment un sujet d'actualité, eh bien on est paumé et dépressif. Donc la culture permet de rassembler tout ça, quoi. Voilà, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais c'est pour poser un peu le décor de ce qui s'est passé dans les 50 dernières années. Ouais, bah écoute, c'est en tout cas une entame bien punchy, hein. Sébastien de Ben, moi, je veux bien rebondir. Ouais, c'est entre l'introduction qui évoque la question de la culture comme un peu porte légitime pour donner du brillant sur les territoires ruraux, ou la culture pour le développement du territoire, quoi. Et moi, naïvement jeune, j'ai essayé de suivre un peu les orientations politiques qu'on nous proposait dans le développement artistique et culturel. Et finalement, très vite, on découvre que au ministère de la Culture, il y a deux directions. Il y a la direction des industries culturelles et la direction de la création artistique. Et il n'y a même pas de direction des pratiques artistiques amateurs. Euh, et ça montre bien finalement les schémas dans lesquels on est engagé, quoi, depuis très longtemps déjà, mais depuis plusieurs années, d'une vision économiciste de la culture qui serait une industrie comme une autre, qui offrirait des services et des biens de consommation à commercialiser. Et ce que je trouve très intéressant en campagne et à la campagne, c'est qu'on est sur des espaces qui sont beaucoup moins marchandisés, en tous les cas pour certains. Et du coup, la question de la culture, elle peut s'aborder autrement, directement avec les personnes, et pas comme quel service on doit vous apporter, quel accès à l'œuvre de l'humanité on doit vous donner, quoi. Et donc, c'est un long cheminement peut-être pour moi, mais ça m'a amené beaucoup à m'intéresser plus aux personnes. Bon, étant de culture, éducation populaire, on va dire. Ça m'a conforté dans c'est la culture des personnes qui est intéressante. C'est pas l'enseignement qu'on va leur amener sur la réalité de la vie ou son côté sensible, mais cette attention aux personnes, ça change un petit peu la mission des entre guillemets acteurs culturels sur ces territoires ruraux, où on est plus à s'intéresser à ce qui s'y passe et à ce qui s'y vit, aux personnes qui y vivent et à comment elles vivent, et comment on peut amener une diversité de propositions artistiques, par exemple, ou une diversité de possibilités de pratiques artistiques. Moi, c'était un petit peu le chemin sur lequel on est parti sur cette aventure où j'ai participé pendant quelques années à la gare à Coustelet dans le Vaucluse. Mais alors, est-ce que j'apprécie ce que vous dites quand vous dites il faut une culture, enfin c'est une culture diversifiée où on est dans l'éducation populaire, on travaille avec les gens, on co-construit, mais il faut quand même en vivre. C'est-à-dire que est-ce que les collectivités aujourd'hui sont sensibles et amènent effectivement des financements sans que ce soit trop lourd, sans tomber dans les gros appels à projets où on passe plus de temps à remplir un dossier? Est-ce qu'aujourd'hui un artiste, quel qu'il soit, que ce soit un comédien, une chanteuse, et qui travaille avec les habitants au long cours, avec les enfants des écoles, et puis après avec les familles le soir, qui fait des restitutions, il arrive à vivre de ça aujourd'hui, et comment? Effectivement, on entend bien ce que ça permet, mais est-ce que tout ça doit rester dans le champ
uniquement du bénévolat ou est-ce que ce lien, qui est une vraie mission entre les habitants pour donner du sens au territoire dans lequel on vit et trouver du lien entre les gens, il peut trouver sa microéconomie pour faire vivre des artistes aujourd'hui en milieu rural sans être dans le champ classique institutionnel. Ce qu'on peut dire, c'est que par mon parcours, au début, je crois que c'est très différent. Il y a 30 ans que j'ai à peu près commencé. C'est-à-dire, on travaillait beaucoup avec les centres dramatiques d'Angers ou d'ailleurs. On travaillait beaucoup avec la DRAC, par exemple. Nous travaillions avec les régions aussi, qui nous ont aidés dès le début. Mais par exemple, nous avons une aile qui est la même depuis 25 ans. Notre département du Maine-et-Loire, qui est un très gros festival, pour parler très précisément d'exemples précis, très gros festival où 90% de l'argent passe dans ce festival qui est pour les quelques-uns, et nous, ils nous donnent moitié moins qu'il y a 10 ans. Et ils viennent nous voir, nous félicitent, etc. Voilà. Donc, alors, on est une image. Ce qui les intéresse, c'est qu'on a une image forte, puisqu'on a beaucoup de presse, donc c'est très bien pour eux. Mais ils ne comprennent pas encore, enfin, en tout cas, nous, chez nous, en Maine-et-Loire, ils ne comprennent pas. Je crois qu'ils ne savent pas que la révolution est passée, déjà. Et donc, ils ne comprennent pas à quoi ça peut servir vraiment la culture. Sinon, de se réunir entre quelques-uns. Il y a quelque chose qui n'est pas franchi chez les élus en général, quoi. En général, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on est dans un autre monde et qu'il y a des urgences dans ce monde nouveau de désespérance, autant de la banlieue au monde paysan, une désespérance qui est liée à un non-sens, c'est-à-dire une perte de sens totale. Nous, le monde paysan, par exemple, c'est déculturé totalement sur le terrain. Et nous, on le raconte dans les spectacles, on le fait dire, on le fait raconter, on me demande des thématiques pour parler de tout ça, pour veiller à la souffrance de tout le monde, éviter le suicide. Mais je leur dis, mais les causes, pourquoi on en est arrivé là? Il faut dénoncer les causes. Le spectacle artistique sert aussi à ça. Les formes peuvent être très différentes, quoi. Mais on a une espèce d'abandon, grossissement des structures, comme les grossissements des fermes, et une perte totalement de tribus. C'est-à-dire, on n'a plus cette notion de tribu, de lien entre vraiment les politiques au sens noble du terme et les artistes et les acteurs de terrain. Et on a entre deux, ce jour-là, on a réussi quand même en 40 ans à faire l'excès du stalinisme et l'excès du libéralisme. C'est vraiment catastrophique. Donc, ça, ce qui crée de la dépression sur le territoire des personnes. Donc, ce qui manque vraiment, c'est le sens. Doublé d'un problème écologique absolument urgent, de replantation, de travail autre. Donc, nous ne sommes qu'un outil pour éveiller les consciences, mais ce qu'il manque le plus de temps au monde, c'est le temps, justement. Et donc, la culture permet de poser par moments, de reposer. Et ça, je crois que beaucoup d'élus n'en ont absolument pas conscience de cette urgence de remettre les uns et les autres autour de la table, autour de spectacles, autour de discussions, autour de contes, autour de musique, pour recréer cette fraternité, se dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce nouveau monde. Donc, je crois que là, il y a un décalage très, très, très important. Ça dépend des régions, ça dépend des départements, ça dépend évidemment des élus. Nous qui travaillons dans à peu près toute la France, mais beaucoup de départements autour de l'Ouest, on a des différences entre les départements qui sont extraordinaires. Donc c'est vraiment une question politique profondément. Il faut qu'on parle avec les élus, il faut qu'on discute ensemble, on ne va pas tout résoudre, et puis avec les gens. Sébastien, tu as des choses peut-être à dire. La question, est-ce qu'on peut vivre de culture, quoi? Alors, est-ce qu'on peut vivre sans culture? Alors, on peut vivre sans culture, donc sans sens de la vie, sans sens de la construction et de l'émancipation des personnes, etc. Donc, le problème de poser la question de est-ce qu'on peut vivre grâce aux métiers artistiques ou aux métiers qui sont en lien avec la culture, mais finalement, c'est même le métier de paysan, presque, il est en lien avec la culture, quoi.
Et donc, ouais, on peut vivre de culture. Alors moi, je partage complètement l'analyse de Patrick là, sur la relation aux élus, en tous les cas, où la méconnaissance des leviers que peuvent être les pratiques artistiques ou culturelles de la part des élus. Mais faut s'interroger aussi sur le métier de l'artiste, finalement. Si on entend vivre par la culture, il y a des structures associatives qui arrivent à vivre, pas que bénévolement, avec des salariés qui font de la médiation, etc. Mais dans une dépendance très très forte aux politiques publiques. Et donc c'est cette question-là de la prise en compte par les politiques publiques. Donc ça, c'est une question de démocratie, d'une part, et d'autre part, sur vivre de la culture, pour les artistes, oui, c'est possible. Mais quels sont les métiers de l'artiste? Le métier de l'artiste, il est créateur. Moi, je ne suis pas artiste, je suis juste praticien musicien. Mais théoriquement, l'artiste avec un grand A, il est créateur, il est passeur, il est émancipateur, penseur, producteur de spectacles, organisateur de tournées, etc., chargé de communication, etc. Donc, c'est un ensemble de métiers très large et dans notre monde, dans notre économie pas que française notamment, et ben la culture, c'est un secteur économique avec des cadres d'emploi intermittents qui sont encadrés, et fort heureusement, c'est notre spécificité, mais c'est un secteur économique. Et aujourd'hui, on voit avec la crise qu'on parle du secteur culturel comme un secteur qui a perdu beaucoup. Évidemment, ça a perdu beaucoup. Mais où on situe la discussion, quoi, sur vivre de la culture en milieu rural, oui, oui. Mais repensons notre regard sur la culture, la pratique artistique et la relation aux élus. Donc ça demande, oui, en effet, de la co-construction et de s'inscrire dans un temps. Donc ça, je partage complètement. Voilà, nous, depuis 30 ans, nous vivons de notre métier. Nous sommes une quinzaine d'artistes dans la compagnie. Les agriculteurs autour de nous vivent aussi grâce dans l'échange avec la culture, parce que les gens viennent manger, voir des spectacles, acheter des légumes. Les handicapés viennent faire de la pratique artistique. Des anciens viennent pratiquer le théâtre aussi par une école de théâtre. C'est un mélange de toutes ces choses-là qui recrée une communauté. Et effectivement, on arrive par ce mélange d'activités différentes à faire qu'économiquement, tout le monde vive, quoi. Et on y veille beaucoup, nous, dans ce collectif, que chacun est responsable de son activité économique, de ses revenus, de ses ventes de spectacles, nous aussi des subventions, parce que nous, sans subventions, on a peu de subventions par rapport à sans doute à des grosses structures, ça n'a rien à voir, parce qu'on travaille avec très peu de gens, on travaille jour et nuit, mais on aime bien ça, avec très, très peu de moyens par rapport au... Mais on en a réussi depuis 30 ans à vivre avec une dizaine de personnes, voire une quinzaine de personnes qui vivent autour de toutes ces activités-là. Et là où on relie, je pense que c'est vraiment, on relie autant le corps que la tête, que tout ce que tu as dit, oui, on est là aussi pour organiser, pour accueillir, mais pour réfléchir, avoir des temps de réflexion, des temps de création, des temps artistiques vraiment où on a des musiciens, des scénographes, des metteurs en scène, des gens qui écrivent, des comédiens. Et c'est ce mélange-là, artistiquement parlant, mais toujours avec une grande écoute à ce que font les agriculteurs à côté de chez nous. Cet été, par exemple, c'est un exemple intéressant. Nous avons annulé 60 spectacles. C'est énorme pour nous, 60 spectacles. Le restaurant a dû annuler parce qu'il fait des mariages entre deux, donc a dû annuler plein de choses. Il n'y a que les agriculteurs qui s'en sont mieux tirés parce qu'ils vendaient des légumes sur place. Mais cet été, on a réinventé des spectacles avec des chevaux, avec ce mélange. Et ce groupe-là a permis qu'on invente en très peu de temps de vivre un petit peu cet été, ou en tout cas de continuer l'activité avec quelques spectacles en extérieur. Voilà, nous on en vit depuis 30 ans. Ce qu'il faut, c'est vraiment reconnecter avec les élus, où on était beaucoup mieux connectés il y a 20 ans ou 30 ans. Ils venaient régulièrement voir les spectacles, ils s'engageaient, se disaient ouais, c'est intéressant, il faut qu'on fasse. Là, on a eu l'agrandissement des communes chez nous, et en fait, ils sont paumés, quoi. Ils ont plus assez de temps. Le libéralisme a cette particularité de manger le temps des êtres humains de manière à ce qu'ils ne pensent plus. Et il leur faut du temps pour qu'ils prennent, voir comment on se réorganise. Mais c'est vraiment une réflexion globale. Et là, on est vraiment un outil essentiel dans le questionnement plutôt que dans le je sais tout, quoi.
Oui, merci. Alors, moi, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que il y a des malentendus, voire des choses qui ne sont plus entendues aujourd'hui, et vous recentrez en fait la question de la culture comme étant le sens premier de ce qui nous met au monde, de notre rapport au monde, de ce qui fait société et de ce qui fait humanité. Et bien sûr arrivent les soucis que vous avez évoqués, à savoir ce qu'on pourrait dire l'instrumentalisation de la culture. On met la culture dans un silo, on en fait un produit, un produit marchand comme un autre, et là, patatras, se passe ce que vous décrivez. Donc, on sait pourtant aujourd'hui que cette question de la culture, notamment au niveau des territoires ruraux, notamment au niveau des petites villes, c'est effectivement ce qui va faire qu'on va se sentir bien et habiter un territoire, qu'on va se sentir bien et envie de voir les autres, de commercer avec les autres. Et ça, cette question-là, elle est, pour moi en tout cas, en tant qu'observateur, elle est un peu mise de côté. Pour autant, on sait très bien que faire venir des gens et les faire rester, c'est aussi parce qu'ils vont pouvoir se construire, s'émanciper, se cultiver. Or, aujourd'hui, dans ce qu'on peut voir, c'est que chacun veut se mêler au niveau des institutions de la culture, mais la culture plutôt en tant qu'économie, et laisser le reste finalement à la débrouille, à l'inventivité, à la créativité des uns et des autres. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, les territoires ne sont pas tous au même niveau. La culture, au sens, dans la définition que vous en donnez et dans vos pratiques, permet justement de rendre des lieux de vie, des territoires intéressants, là où on peut se construire, là où on peut s'émanciper, là où on peut se divertir, là où on peut se cultiver. Dans à la fois une question pour Sébastien, mais aussi une question pour Patrick, on voit bien que Patrick, notamment, ce que tu mets en œuvre avec tes compagnons, tes collègues, c'est quelque chose qui est le cœur, qui fait battre ton territoire. Et viennent ensuite la question de l'économie, mais ce qui est essentiel, c'est cette manière en fait de construire et d'offrir une vie intéressante aux uns et aux autres. Et toi, Sébastien, dans tes parcours aujourd'hui qui dépassent bien sûr le Vaucluse, dans ton regard au niveau national, tu as certainement des exemples de démarches culturelles un peu globales qui permettent justement à des gens de vivre mieux sur leur territoire, voire éventuellement d'évoluer dans leur rapport au monde, et donc de faire humanité. Et enfin, c'est un petit clin d'œil, mais je crois qu'il est essentiel de parler aussi aujourd'hui de droit culturel et de place que l'on y fait sur les territoires. Sébastien, peut-être. Oui, bon, pour reprendre les derniers termes de droit culturel, euh, je pense que c'est important. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, quoi, en 2005, 2007, quoi. La déclaration de Fribourg qui nomme les droits culturels des personnes et qui vient faire un point sur ce que c'est que la culture finalement, en disant c'est pas que la pratique artistique, c'est aussi nos modes de vie, nos modes de se rencontrer, de commercer, etc., etc. Et ça rejoint fortement des pensées de l'éducation populaire, considérant chaque personne porteuse de savoir, savoir-faire, d'une histoire, etc. Et les droits culturels nous rappellent ça, finalement. Ils font synthèse des textes internationaux sur la question de la culture, et ils nous rappellent ça. Et ils soulignent l'enjeu de diversité qu'on reconnaît dans la diversité dans l'environnement, pour la biodiversité, par exemple. Et il fait ce parallèle avec la diversité artistique et culturelle, mais aussi la diversité des formes économiques de développement de ces activités-là. Et au final, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle que le contact de chaque personne avec une diversité de propositions artistiques, une diversité de sens, ça renforce sa liberté. Et si on offre des espaces d'implication, donc de prise de responsabilité, on amène les gens à être plus capables de mener leur vie, quoi. Et pour moi, c'est là qu'est l'enjeu principal, c'est qu'à la fois, il faut qu'on arrive à associer cette question de la diversité et de l'expression de chaque personne, et cette question de la responsabilité de chacun,
à s'investir ou pas, à vouloir s'exprimer ou pas, à vouloir participer ou pas, etc. Pour plus de capacité des personnes, c'est voilà, c'est des logiques émancipatrices. Et ça, on peut enfin, c'est un discours, quand on arrive à avoir le temps de discuter avec quelques élus autour de ces sujets-là, mais eux aussi, ils trouvent du sens finalement. Parce que nos politiques publiques aujourd'hui, elles sont construites sur l'économie. Et là, on est très loin des logiques, des questions économiques. On est sur les questions de fond du sens. En tous les cas, ces questions, on les a travaillées depuis pas mal d'années avec des réseaux, des fédérations au niveau national, régional, du spectacle, des arts, de la culture, arts plastiques, etc. Et ça nous amène à chaque fois sur un constat que, quand même, dans l'espace rural, on est dans des espaces presque de plus grande liberté possible, puisque plus ouverts, on a plus de capacité à agir sur notre environnement, puisqu'on est moins nombreux aussi. Qu'il y a ce rapport à l'environnement et à la qualité de la vie qui est fondamental, et que c'est des espaces où finalement les solidarités et les initiatives sont peut-être plus faciles à mettre en mouvement que dans des bon, j'ai peut-être moins d'expérience de ville, mais dans tous les cas, ces espaces de liberté, ils nous permettent d'être dans une interlocution avec les élus locaux, notamment, qui est plus directe par endroit, et on est bien dans quand on a réussi à faire le contact, on se pose la question du territoire, quoi, et du projet. Comment chacun on contribue à ce territoire, à cette dynamique sur un territoire qui fait plus humanité, plus de liens. Et avec les fédés, c'est pour ça qu'on a élaboré beaucoup d'éléments méthodologiques pour dire il faut qu'on rentre en co-construction, et ça demande un petit peu de méthodo, ça demande de se rencontrer, ça demande des gens d'extérieur, et les acteurs artistiques et culturels, ils doivent être dans ce jeu-là, et si possible, on essaye de ne pas limiter la question de co-construire des territoires, de penser des territoires ensemble. On essaye de le penser pas en silo, en se disant il n'y a pas la culture ici, la santé ici, le social là, l'éducatif ici, mais voilà, comment on donne du sens ensemble par petites touches, puis petit à petit par des dynamiques plus en synergie, à la fois en associant des associations, des élus, des institutions, des habitants, des artistes, etc. Et Sébastien, vous avez un exemple ou deux comme ça à nous citer sur lequel nos auditeurs pourront après aller voir sur place, qui vous paraît emblématique de ce que vous nous dites là sur ce travail de co-construction? Alors, je vais décevoir vos auditeurs. J'ai pas d'exemple où ils peuvent cliquer sur un lien internet pour Jean-Yves en a peut-être. Hein. Moi, je peux vous en finalement, donner. Je vous en donner. J'ai un exemple. Juste pour dire, l'exemplarité, elle est un petit peu embarrassante dans ces situations-là, parce que ce qui est important, c'est de se reposer la question. C'est pas d'essayer de poursuivre un modèle extraordinaire qu'ont pu être ou que peuvent être certains projets sur certains territoires, mais cette exemplarité, elle nous coupe un peu les pattes de la réflexion et du regard sur notre propre territoire ou notre propre mode de vie, quoi. Notre capacité à réinventer à chaque fois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut pas se défaire de la nécessaire discussion avec l'ensemble des parties, à renouveler constamment sur ce qui est important pour moi et ce qui n'est pas important. Patrick, sur Oui, je suis d'accord. Moi, j'appelle ça la nécessaire dispute. On doit toujours avoir la nécessaire organisation. Organisez-vous, 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 et ce n'est jamais fini. Et justement, ce travail-là d'organisation, je donne un exemple quand même en Ille-et-Vilaine, où on travaille beaucoup avec les élus, où on se retrouve autour de la table avec les élus, les administratifs, les acteurs de terrain. Et on ne sait plus qui est qui à la fin dans la discussion. Et c'est ça qui est très, très constructif. Par exemple, on a des villages à côté chez nous qui sont un peu loin de la ville, un peu loin de Rennes, un peu loin d'Angers, un peu loin de tout. Ils font par exemple, ils ont inventé 3 mercredis, les mercredis de la Roche-au-Fay, où et en fait, il y a un repas, il y a des artistes, il y a des contes. C'est 3 mercredis où on va le soir, on peut manger avec les agriculteurs du coin, une espèce de mélange où il y a vraiment une qualité artistique, une qualité de rencontre, un temps de discussion, de débat. Et ça, par exemple, ce qui est intéressant, comment ça s'est construit, cette chose-là, par le débat entre les élus, les administratifs, les acteurs de terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On aurait tant de budget, mais qu'est-ce qu'on fait? Et on a trouvé ensemble cette chose-là.
Et vraiment, ça marche du tonnerre. Les gens s'y retrouvent, ont quelque chose à faire, à inventer et à réinventer le système toujours, quoi. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Nous, on a inventé, par exemple, le système ferme en scène, où on va jouer dans des fermes avec une scène ambulante depuis 15 ans. On a fait près de 400 fermes parce qu'on pensait que la culture pouvait aller dans les fermes. Parce que la culture pouvait relier, c'est-à-dire que les gens connaissent la ferme, faire se rencontrer les mondes, se retrouver dans des liens solides à une ferme, nous, avec une scène, un vrai travail artistique, puis des premières parties avec des gens sur le terrain qui, à chaque fois, réinventent la première partie. Des fois, ce sont des enfants, des fois, ce sont des vieux, des fois, ce sont du théâtre. Voilà. Et où on déambule dans la ferme en visitant en même temps. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord sur ce mélange-là qui est drôlement intéressant. Mais c'est un travail énorme, parce que c'est un travail énorme de médiation qui comble ce travail de médiation qui se faisait automatiquement parce qu'il y avait plein d'artisans, parce qu'il y avait plein de monde qui se promenait dans les villages avant. Aujourd'hui, la plupart des villages, des chefs-lieux de canton, et puis ils sont agrandis, ils sont tellement propres, rangés et fleuris qu'on dirait des cimetières. On n'a plus de vie. C'est-à-dire, les gens ne se croisent plus, puisqu'on va au Super U, la nouvelle église, où on rentre chez soi. Voilà. Et donc là, la culture comble un manque où on se touche, où on se parle, on mange ensemble, on se dispute, on réfléchit. Et alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment que nous travaillions, nous, avec les politiques, sur ce. Et il y a un chantier énorme, 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 énorme à Alors continuer. justement, Patrick et Sébastien, ce que vous nous dites, ce que j'entends moi en tout cas, c'est que la culture, finalement, c'est d'abord de créer ou de recréer du lien entre les gens, du lien entre les secteurs, du lien entre les esthétiques, pour parler intello, mais du lien aussi au vivant, du lien aussi dans notre environnement. Et alors, ce que tu dis, Sébastien, et ce que tu dis aussi, Patrick, c'est que finalement, la question du projet culturel du territoire, le mot est lâché, finalement, ça ne peut être qu'une création, qu'une recréation, et par là même, donc, une démarche éminemment culturelle au tout début. Dans ce que vous nous dites aussi, c'est que ces questions de lien, c'est l'ouverture des gens, l'ouverture des mentalités, l'ouverture des territoires pour fabriquer en fait du lien avec d'autres territoires, avec d'autres pratiques, avec d'autres éléments. Et cette manière de changer en échangeant, pour faire un clin d'œil à Édouard Glissant, donc de se transformer sans se perdre, eh bien c'est bien ça qui est au cœur de notre sujet et de ce que vous observez, de ce que vous faites. On peut aussi parler peut-être aujourd'hui de la capacité que l'on a en fait à sortir des cases au niveau des territoires. Et je trouvais que ton initiative, Patrick, de travailler entre ville et campagne, elle était particulièrement symbolique dans cette idée de recréer du lien et de s'intéresser aux personnes et de les accompagner dans leur construction. Tu vois ce que je veux dire, peut-être, Oui, Patrick? oui. Nous, c'était le cas dans Ferme en Scène de relier les 4 mondes, je disais le monde rural, le monde urbain, le monde agricole et le monde artistique. Mais on fait exactement la même chose à Rennes, dans la ville de Rennes, où on travaille avec les quartiers, ou dans tous les quartiers de Rennes depuis 18 ans maintenant, où on a créé une trentaine de spectacles par an dans un petit festival, mais avec toujours des premières parties des gens du quartier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce festival fonctionne tout seul, même sans nous. Mais nous l'avions créé avec une grosse association. Voilà. Et en fait, Ferme en Scène, Quartier en Scène, ou quand nous allons jouer dans des villages où il n'y a aucun spectacle, pour créer un projet, il faut avoir des gens autour de soi. Si nous n'avons pas de gens dans les réunions précédentes pour organiser, réfléchir à ce qu'on va faire ensemble, eh bien, on ne fait pas, quoi. Sinon, on plaque les choses. On voit bien beaucoup on voit le centre dramatique d'Angers, j'ai vu le centre dramatique de Rennes, arrive dans des communes où ils demandent la clé de la salle, mais ça n'a aucun intérêt. C'est contre la culture, puisqu'on n'a pas l'engagement des gens avec ce qui va se passer, avec la fête qu'il va y avoir. Et la notion de fête est très, très, très importante.
Alors, puisque tu dis avec, j'ai envie de rebondir sur, poser une question à Sébastien. Sébastien, finalement, tu es aujourd'hui consultant, mais peut-être médiateur avant tout. Oui, j'ai été responsable de projet associatif, on va dire, dans lequel il y avait de la musique et donc ce qu'on appelle de la culture. Euh, Et puis, j'ai pris des responsabilités fédérales parce que j'étais très intéressé de creuser ces questions. Et ce que raconte Patrick, moi, me renvoie à un sujet fondamental, enfin deux sujets fondamentaux finalement, dans les démarches de projets culturels sur des territoires ou de projets sur des territoires. Hein. Finalement, le projet, c'est essayer de se mettre ensemble pour donner du sens à une action. Hein. Quand on projette, c'est ça, c'est se donner un même sens ensemble, quoi. Euh, et finalement, l'essentiel de ce qu'on produit, c'est qu'on fait du commun en se réunissant. Les initiatives associatives, c'est ça, c'est faire du commun ensemble, quoi. Les projets artistiques, c'est un peu ça, c'est faire un petit bout de commun ensemble. Et, euh, et donc moi, c'est autour de ce, on peut pas faire du commun tout seul, quoi. Donc en effet, il faut pas être interventionniste, il faut venir en bienveillance auprès des personnes et se dire bon, qu'est-ce qui fera sens ensemble sur ce qu'on peut produire, en évitant les cloisonnements, etc. Tu voulais que j'intervienne sur autre chose, peut-être, Jean-Yves. Moi, j'aimerais bien Moi, qu'on parle de place. Est-ce qu'il y a de la place pour des gens qui souhaiteraient venir s'installer, habiter un territoire et s'inscrire dans la culture en tant que artiste, en tant que compagnie Ouais. comment vous sentez les choses? C'était ma question aussi, parce qu'on en voit de plus en plus qui se disent bah, je vais m'installer, surtout suite à ce qui s'est passé avec la Covid, je vais aller installer ma compagnie en campagne et puis et vraiment m'inscrire dans le local. Donc on a bien vu les conditions que vous émettiez, ce travail sur du temps long, ce travail avec l'ensemble des acteurs et ce qu'on voit dans les exemples qui fonctionnent. Moi je pense à Annette Banneville avec Culture à la ferme aussi, qui fait un peu des choses assez similaires avec ce que fait Patrick. Il y a aussi Isabelle Alfred qui est comédienne et qui travaille dans des fermes et dans des résidences pour des spectacles de contes. Et à chaque fois, ils redisent la même chose que ce que vous dites, c'est travaillons sur des temps longs avec des acteurs locaux pour que ça fonctionne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place et comment et quelles seraient quelques clés que vous donneriez à ceux qui sont en train justement de franchir ce pas pour terminer ce podcast? oui, il y a encore des choses à faire en milieu rural, énormément. Chez nous, vous pouvez venir, en 30 ans, nous n'avons fait que construire les murs, les bases, enfin les bases d'un lieu, d'une maison. Parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir à long terme si nous n'avons pas une maison commune. Et nous, la maison, c'est ce lieu, cette ferme où il y a un lieu de réunion, on peut se poser, quoi. On est reconnu physiquement sur le territoire. Et nous, bien sûr, on peut s'installer. Venez chez nous, il y a de la place pour faire de la création, il y a des salles pour répéter, il y a des jeunes qui sont là, il y a des plus vieux, il y a un mélange. Donc, il y a de la place. Et puis, quand on fait quelque chose, les gens viennent. Les gens viennent si on travaille avec eux. Et non, vraiment, il faut venir s'installer là et c'est beaucoup plus rigolo, à mon avis, en campagne qu'en ville. Sébastien, pour terminer, est-ce Eh ben, il y que a un travail énorme. Évidemment, il y a de la place. C'est quand même des territoires. C'est quand même pas des territoires qui débordent de population. Alors, il y aura peut-être une vague de réinstallation, pas que en maison secondaire sur des territoires ruraux. C'est beau. Euh, Évidemment, il y a de la place, mais c'est un travail. Il y a un travail immense à accomplir. Parce que quand on arrive aussi sur un territoire, faut pas croire qu'on arrive en terrain conquis, évidemment. Donc, s'installer en tant qu'artiste sur un territoire, faut être un minimum, voilà, accueilli ou accompagné. Euh, donc, il y a de la place. Venez et réfléchissons ensemble, quoi. Mais les recettes toutes faites, enfin, je vais être décevant là, sur la question. Il y a beaucoup de travail. Quand on voit la difficulté de communication entre les personnes,
entre des gens installés depuis longtemps sur un petit village et qui voient arriver des nouveaux qui veulent révolutionner le monde sans avoir pris la température. Bon, ben, les communications ne sont pas forcément simples. Et quand on voit l'état de notre société, on se dit qu'il y a beaucoup de travail pour faire humanité ensemble. Donc, il y a de la place, mais ce n'est pas des territoires conquis, c'est des lieux de travail. Et d'expérimentation, des belles histoires à construire. Merci Jean-Yves. Un mot pour terminer? Allez, avant de donner donc, tous les premiers lundis du mois hein, pour la diffusion. Un mot pour clore, Jean-Yves? Je voulais évoquer un petit poème tiré d'une revue livre qui s'appelle Nectar, qui est une revue extraordinaire qui parle de culture et de société. Et donc, ce poème s'intitule « À quoi sert un artiste ?» Point d'interrogation. Que serait la Russie sans Pouchkine, l'Espagne sans Lorca, le Portugal sans Pessoa, dont les poèmes traînent dans les rues de Lisbonne, sans ce chanteur de fado à la gueule de Reggiani, qui balance son chagrin, notre chagrin, avec sa voix par-dessus les murs de la ville. Il crève tout doucement de presque froid et de presque faim. Il lui manque des dents. Il touche à peine les 42 ans et il dit qu'il est vieux. C'est un artiste, comme moi. Et quand il chante, par les paroles d'Adamo, elle ne viendra pas ce soir, il parle au nom de tous ceux qui l'attendaient. Il fait du bien à notre mal. Il est très pauvre, comme je l'ai été. Il ne vivra peut-être pas jusqu'à l'année prochaine, peu importe alors qu'elle revienne ou ne revienne pas. C'est un artiste, comme moi. Ce chanteur est mon frère, et quand il chante, il est le frère de nos frères. Il est celui qui est allé à la mine à notre place et au ciel en notre nom. À quoi sert un artiste? Que serait la Bretagne si elle n'était dansée, les Caraïbes si elles n'étaient racontées, l'Algérie si elle n'était chantée, l'esclavage s'il n'y avait pas eu le blues? Ne resterait que l'esclavage. Ceux qui vivent de l'audace des autres manquent-ils à ce point de respect pour leurs frères humains, les saltimbanques, pour si peu considérer ces hommes et ces femmes qui accompagnent leurs enfers et en trouvent leur paradis en disant, chantant et dansant leurs morts et leurs vies? À quoi servent les artistes dans ce monde qui préfère les chiffres aux lettres et dont la folie des chiffres menace de nous faire chavirer dans le chaos? Que celui qui n'a besoin ni de chansons, ni d'images, ni de poèmes, ni de romans, ni de films, ni de pièces de théâtre, ni de musique, pour que se dise sa vie quand il ne sait plus la dire, pour que s'écoule son chagrin quand il ne sait plus pleurer, que celui-là tranche la gorge aux oiseaux. Que celui qui n'a pas besoin d'artiste retienne ses larmes à jamais et brise par avance ses éclats de rire. Merci Jean-Yves, sur ce mot que nous allons nous séparer, nous n'en rajouterons pas. À bientôt les amis, hein, au plaisir et merci pour votre contribution très active et passionnante, Patrick et Sébastien, et bon travail à tous en commun. Et à bientôt. Merci à vous tous. Roupa-dou-dé-dou-dé, pa-dou-dé. Roupa